je ne vais pas remercier les organisateurs, mais comme tout de même, je suis très content de pouvoir vous présenter quelque chose. Bon, je vais être assez rapide, hein. Je voudrais que nous laissions le plus de temps à nos deux invités. Mais en effet, j'ai pas mal travaillé depuis plusieurs sur les graphiques, les graphiques d'abord de Jensen et puis sur les graphiques des sémuticiens. J'ai fait une première présentation de ce travail. C'était à Venise, Maria Julia se le rappelle peut-être, je sais pas, quelque chose comme 2011, un truc comme ça. Bon, et puis je suis en train de terminer un livre, Maria Julia a parlé sur c'est une étude épistémologique de la sémiotique et un chapitre est consacré effectivement à l'usage des graphiques. Donc j'ai retrouvé, il y a deux, trois choses nouvelles avec ce livre. Donc c'est un peu quelques aspects que je voudrais vous présenter de cette étude. Alors l'histoire des deux carrés d'abord, bon, c'est juste pour vous dire, c'est un clin d'œil à un livre d'un suprématiste russe, donc un poète du courant suprématisme en Russie, des années, je ne sais plus quoi, 1920, enfin avec les nouvelles utilisations de l'imprimerie qui pourraient intéresser Marie-Lula si tu ne le connais pas, parce que c'est donc un livre presque entièrement visuel et même qui raconte une histoire avec deux carrés. Mais il y aura quand même bien deux carrés dans cette présentation, et ces deux carrés ne sont pas le carré logique des oppositions et le carré sémiotique. En fait, mon étude s'oppose, se tient en porte-à-faux par rapport à une certaine histoire de la sémiotique comme elle a été développée par un grand nombre de sémioticiens et d'accompagnateurs de la sémiotique. Je pense en particulier à Umberto Eco, mais à beaucoup d'autres personnes en Italie aussi, et en Allemagne. C'est-à-dire une histoire de la sémiotique qui fait remonter la sémiotique à Aristote et qui confond une histoire disciplinaire avec une histoire d'un concept qui serait le concept de signe. Donc je tiens cette histoire pour fausse, et même pour totalement fausse. Donc pourquoi totalement? Bien parce qu'elle est fausse en termes d'enjeux historiques, enjeux, même on pourrait dire d'enjeux historiographiques. Je suis assez sceptique à l'idée qu'on puisse faire l'histoire d'un concept. Les concepts n'ont pas d'histoire, à mon avis. Mais ça, je ne le dis pas maintenant. Et surtout, très fausse à l'endroit du projet sémiotique et du travail sur les graphiques et leur manifestation dans la pratique, les pratiques discursives et écrites des sémioticiens. Voilà, alors, donc, simplement 4 aspects que je voudrais mettre en relief dans ce travail que j'ai fait. Donc là, vous avez une représentation dite canonique, c'est celle de ce carré sémiotique, c'est celle qui est apparue dans l'article sur le jeu des interactions. J'ai oublié le titre, c'est maintenant. Enfin bref, donc l'article qu'il a fait avec François Rastier. Et la première chose qu'il y a à dire sur si on cherche des antécédents à ce carré, c'est parce que ces antécédents dans cet article, Greimas et Rastier évoquent l'idée que dans des travaux précédents, il y a des antécédents à ce graphique, sauf qu'on n'en trouve pas.
on ne trouve pas, notamment dans sémantique structurale, il n'y a aucun carré sémiotique. Alors, quels que peuvent être des antécédents à ce carré? C'est une question qu'on peut se poser, puisque enfin, il faut quand même on peut les prendre au sérieux. Et ce qu'on trouve, l'une des choses qu'on peut essayer qu'on peut tester, une des hypothèses, c'est des formules proportionnelles, donc où à 2 pages d'intervalle se trouvent des formules quasi identiques. Vous avez des symboles qui changent, mais on pourrait dire que c'est tout à fait conventionnel, et puis tout de même un symbole qui est modifié. Alors que ces formules disent à peu près la même chose. Donc, un premier symbole qui est celui de l'opposition, versus, et un second symbole qui est utilisé en mathématiques et en logique, comme étant connu donc, en mathématiques comme en logique, comme le symbole de la corrélation, et c'est bien sous ce vocable, sous cette désignation-là, que Greimas peut en parler. Alors, la question, c'est comment se fait-il que ces 2 formules sont présentées comme équivalentes? En tout cas, il y a un air d'équivalence entre ces 2 formules. D'abord, donc, vous rassurez, enfin vous précisez que en mathématiques comme en logique, c'est pas possible. Vous pouvez, si vous corrélez une variable à une autre, si vous dites, bah tiens, je sais pas moi, la température baisse quand il y a du vent, quand le vent augmente, vous avez donc une corrélation entre 2 variables qui auraient pu être considérées comme indépendantes. Cette corrélation n'en fait pas des opposés. Ça ne veut pas dire que la température est opposée au vent. Donc il y a là quelque chose de curieux. Eh bien, la possibilité de comprendre cette alliance, et même justement, je ne peux pas dire cette corrélation, cette union, cette confusion, mais ça n'en est pas une, entre le versus et la corrélation, elle n'est pas propre à Greimas. Elle est liée à une tradition qui est une tradition linguistique, essentiellement. Une tradition de linguistique structurale, telle qu'elle a pu être lue, reçue par des non-linguistes, en l'occurrence par Lévi-Strauss. Donc, première chose qui n'est pas apparent ici, mais c'est que cette équivalence en tout cas ce jeu où l'opposition et la corrélation tiennent des rôles qui ont l'air d'être à peu près identiques, on le retrouve très largement chez Roman Jakobson, que Greimas a énormément lu et qui est un inspirateur fondamental de sémantique structurale. Mais on retrouve également les deux symboles dans une seule formule, chez la formule Princeps, une des formules les plus importantes de l'anthropologie structurale de Lévi-Strauss, où vous voyez, donc, ceci est une autre désignation possible du versus, et on a le symbole de la corrélation. Et alors, qu'est-ce que tout cela dit? Eh bien, c'est que, en réalité, le carré que je vous ai montré là, oui, c'était quelque chose que je ne vous ai pas encore dit, a été présenté par Greimas et Rastier comme la structure élémentaire de la signification. Eh bien, on peut tout à fait mésinterpréter cette désignation, structure élémentaire de la signification, et on peut les interpréter, donc faire une mauvaise interprétation, si on croit que ce carré est une structure élémentaire de la signification au même titre que
le carré des oppositions est une structure oppositionnelle. En fait, et c'est ça qu'il faut comprendre avec cet alliage de la corrélation et du versus, c'est que il s'agit d'une structure d'homologation. Et quand je dis une structure d'homologation, c'est comme si je disais un mécanisme d'homologation. Le terme important, c'est homologation. Et ce que la structure fait, c'est de montrer comment cette homologation se modélise, ce qu'elle donne à voir. Elle donne à voir une structure, mais ce n'est pas une structure. L'objet, le carré, n'est pas une structure, c'est d'abord une homologation. C'est ce que on peut lire ici. Alors je vous donne, justement, là c'est intéressant de regarder les traductions parce que l'article de Crémas et Rastier a d'abord été publié en anglais, mais c'était une traduction, même si on ne connaît pas le traducteur, c'était une traduction d'un original français qui a été publié ensuite, en 1970, dans Du Sens, et on voit déjà qu'il y a, bon, voilà, j'ai déjà eu l'occasion d'en discuter avec Thomas, il y a des petites différences intéressantes. Hein. Bon. By taking into consideration only the form of the content and only simple terms, we can give a slightly different formulation to the same structure. Donc, ils ont d'abord présenté le carré sémiotique, celui que vous avez vu dans ma première dia, et puis ils présentent cette deuxième structure, qui est celle que l'on voyait effectivement déjà dans sémantique structurale. D'accord ? Bon. Et puis, voilà ce que dit le texte anglais. It appears then as the correlating of two categories of opposites, the correlation itself being defined as a relation of homologized, je prononce bien, Thomas, contradictions. Hein? Ce qui en français, je n'ai repris que la seconde phrase, là on voit que on n'a plus le catégorie of opposites. Hein? Celle-ci apparaît alors comme la mise en corrélation de deux catégories couplées, hein, parce que le terme d'opposition est un terme compliqué, évidemment, surtout avec le versus, hein, de deux catégories couplées, la corrélation elle-même se définissant comme une relation de contradiction homologuée. Et voyez bien que la contradiction, elle est présente ici, ceci, c'est un peu encore un symbole pour dire versus, ou pour dire les deux points, c'est un symbole, c'est ce qui reprend le symbole d'opposition, on a la corrélation, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ceci est une homologation. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire une homologation? Maintenant, c'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que S1 est contredit, ou se contredit par non S1. Alors, je vais vous le dire d'abord en une seule fois. Dans la même mesure que S2 se contredit, est contredit par non S2. Mais dans la même mesure, ça veut dire il y a deux choses. C'est de la même manière, hein, mais aussi dans la mesure où il n'y a pas de contradiction entre S1 et non S1 si on ne prend pas en même temps en compte la contradiction entre S2 et non S2. Vous voyez que par rapport au carré logique, c'est très important parce que dans le carré logique, c'est juste une affaire positionnelle. Hein. Les termes préexistent. Il existe S1, il existe non S1, hein, et on ne fait que les positionner. Et en fait, ce qu'on positionne, ce sont des propositions. Les propositions existent. Hein, tout A et P, aucun A et P, ce sont des propositions qui n'ont pas besoin l'une de l'autre pour être prononcées, exprimées. Hein. Ici, ce n'est pas du tout ça. Hein. Ici, les termes n'existent que par l'homologation. C'est l'homologation qui produit le sens. Hein. Ce qui signifie aussi, donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que quand on dit structure élémentaire du sens, cette structure élémentaire, c'est donc un résultat, le résultat de l'homologation ne préexiste pas à la théorie sémiotique. Il n'y a pas une structure élémentaire qui existerait et dont la sémiotique ferait la théorie. Non, non. Elle n'est produite que par l'homologation
que produit la théorie sémiotique. Ça, vous comprenez? Vous voyez qu'il y a de quoi, faire une mauvaise... Bon, et toujours dans ce mauvaise histoire, et toujours dans ce point sur la structure d'homologation, c'est que donc l'homologation est donc bien un concept original, entièrement original, qui n'apparaît pas du tout, qui n'apparaissait pas avant ce travail, mais ce travail n'est pas le travail seulement de Greimas, c'est un travail collectif, c'est le travail des linguistes structuralistes et des structuralistes comme Lévi-Strauss. Et c'est ce qu'il dit là-dedans. Cette nouvelle présentation, donc la seconde, permet de voir que la structure qui permet de voir, vous voyez, c'est pas très bien écrit, mais peu importe, c'est clair, permet de voir que la structure qui permet de rendre compte du mode d'existence de la signification trouve son application, c'est un terme important, en tant que modèle constitutionnel des contenus investis dans des domaines fort variés. C'est en effet aussi le modèle du mythe proposé par Lévi-Strauss. C'est déjà le modèle de Lévi-Strauss, et la forme de l'application acronymique du conte populaire, et encore le modèle justifiant un certain nombre d'univers sémantiques particuliers, Bernanos, Mallarmé, Destutt de Tracy. Bernanos, ce sont les propres travaux de Greimas. Mallarmé, ça peut faire référence aux travaux de Jean-Pierre Richard. L'univers de Mallarmé venait de sortir en 1966. Destutt de Tracy, c'est le travail de thèse de François Rastier. Il est réconfortant pour le sémioticien de constater qu'une démarche déductive rencontre sur ce chemin des modèles construits empiriquement pour rendre compte de corpus limités. Donc, voilà la seule chose dont se vend, se réclame, prétend avoir fait Greimas et Rastier, c'est d'avoir reproduit la théorie déductive qui permette de rendre compte, qui assure que les structures qui rendent compte des modèles, des univers de signification tels que ceux de Bernanos, de Mallarmé, des contes Bororo de Lévi-Strauss ou des contes populaires de notre ami Propp, sont justifiables d'une théorie. Et donc c'est un concept original, mais c'est un concept collectif. Le concept d'homologation est collectif. Ce que Greimas et Rastier font, c'est donner à ce concept une place dans une théorie déductive. C'est rendre sa place dans une théorie déductive. Deuxième point, ça concerne l'apparence du carré. En tout cas, c'est à partir de l'apparence que l'on peut essayer d'y réfléchir. Regardez, donc ce sont 3 dates. Alors, je dis 70, mais en réalité, donc vous avez compris que c'est un article qui a d'abord été publié en 68, donc il précède cette présentation-là. Et puis, il y a la 3e. La formule que je vous ai montrée tout au début, celle-ci, de quoi rend-elle compte? Elle rend compte des contradictions et des contrariétés. De ceci, du rapport entre S1 et non S2, du rapport entre S2 et non S1, elle ne parle pas. Ça, c'est propre au carré. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Eh bien, d'abord qu'il y a réellement une pensée graphique. Qu'est-ce que ça veut dire une pensée graphique? C'est on pense avec le graphique. Le modèle théorique, cette relation-là ne se pense pas en dehors du graphique. C'est elle qui la met au jour. Premièrement. Deuxièmement, pourquoi est-elle présente ici dans sa première présentation? Pourquoi la mettre si elle n'était pas pensée auparavant, et notamment à partir des formules? Eh bien, mon hypothèse, c'est qu'il y a un désir de symétrie. C'est que le résultat est un résultat de structure, et donc, c'est-à-dire que nous avons affaire à un réseau, et ce réseau mérite d'être clôturé.
dès qu'on épuise toutes les relations possibles. D'où le fait qu'elles soient en pointillé tout de même, et sans flèche, mais elles existent. Et en effet, dans une note, les auteurs, donc Greimas et Rastier, disent qu'elle existe, mais qu'ils ne savent pas exactement ce qu'elle est. C'est une relation d'implication, donc là on voit un petit peu des rémanences avec le carré logique, mais elles ne savent pas quoi en faire. Un an plus tard, Greimas a une solution. Mais il y a plus qu'une solution, puisque à partir de cette solution, vous voyez qu'il y a encore des différences, notamment ce qu'on appelle la subcontrariété, en tout cas, oui, Greimas a appelé la subcontrariété a disparu, et que la relation de contrariété n'est plus une flèche double, en tout cas, plus exactement de la même manière que la contradiction. Et 10 ans plus tard, eh bien, on pourrait dire qu'il y a une sorte de compromis entre ces deux carrés. Donc là, c'est pour vous montrer qu'il y a bien quelque chose comme une pensée graphique, une pensée qui se fait avec les graphiques, qui, en outre, se dédouane, enfin se dégage de plus en plus de toute légende. On a encore besoin des légendes ici. Là, vous voyez, les flèches sont différentes. Il y a une double flèche superposée, ou bien une double flèche mais avec une seule ligne, ou bien une flèche unidirectionnelle. Et donc, ces flèches permettent de montrer que les relations, les rapports sont différents indépendamment d'une légende qui explicite ces différences. Donc on voit aussi que encore une fois, que cette pensée avec les graphiques, elle se réalise de manière privilégiée dans les graphiques. Et la troisième chose qui est apparente, c'est que dans cette pensée, avec les graphiques, le modèle devient dissymétrique. Alors qu'on avait, disons, un rêve de symétrie, en tout cas une hypothèse, je dis un rêve parce que probablement, encore une fois, que ça répondait à un certain imaginaire, mais le modèle théorique, il s'agit bien de modèle théorique qui change avec le graphique, devient un modèle où la structure élémentaire du sens est profondément dissymétrique. On peut évidemment interroger ce que signifient ces dissymétries d'un point de vue conceptuel, ce que j'appelle scalaire, mais je n'aborde pas ça aujourd'hui. Troisième chose, et on va suivre maintenant un peu la chronologie des textes, enfin on va continuer à la suivre, pour vous présenter quelque chose de beaucoup plus tardif, 1991, mais c'est toujours le travail de Greimas, cette fois-ci avec Jacques Fontanier comme collaborateur en sémiotique des passions, où apparaît ce schéma-là, ce graphique-là. Autant veut dire qu'il n'apparaît qu'une seule fois dans sémiotique des passions, alors qu'il y a beaucoup de carrés, beaucoup d'autres choses, mais ce schéma-là n'apparaît qu'une seule fois sur un livre de 400 pages. Donc c'est pas une chose qui arrive souvent. Par contre, ceci est souvent présent. Or, voyez bien que entre cette présentation et celle-là, il y a une grande différence d'apparence, mais on pourrait très bien dire que ça signifie la même chose, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien remettre cette flèche-là, comme ça, à plat, et on aurait des graphiques équivalents. C'est d'autant plus vrai que ceci, vous voyez bien qu'il y a une relation de contradiction entre conjoint et non-conjoint, et puis que non-conjoint est disjoint est le contraire de conjoint. Donc vous voyez bien qu'il y a quelque chose aussi qui ressemble, enfin qui relève plutôt de la structure élémentaire de la signification. Pourquoi alors avoir mis ceci? Eh bien, parce que ceci, je ne sais pas, enfin, quand je dis pourquoi,
je ne réponds pas à la place de Habermas et Fontani. Je me pose la question et j'essaie de répondre à la question que je me pose. Pour moi, ce qui est clair, c'est que ceci appelle en rémanence le carré sémiotique. On voit le carré sémiotique dans ce schéma-là. Hein. Et donc, ça signifie que le carré est devenu réellement un format, ce que j'appelle un format graphique, c'est-à-dire une forme prégnante. Et qu'on ne peut pas, on est obligé d'interpréter ce graphique-ci en fonction du format. Ce qui n'était pas le cas auparavant. Avant, on n'interprétait pas le schéma, on l'appliquait, et en fonction des applications, le modèle pouvait varier. Ici, il ne s'agit pas d'adapter le modèle théorique, il s'agit d'interpréter un schéma à partir d'un format graphique qui, lui, sert de modèle. Hein? Donc, c'est encore... Ça n'est plus penser avec le graphique, mais une pensée sur le graphique. C'est bien lui qu'on interprète. Et ce qui apparaît ici de manière évidente, c'est que même si dans les précédents, nous avions une tension entre le paradigmatique et le syntagmatique, les premières présentations du carré, notamment le format canonique, celui que retient le dictionnaire, est une présentation où le paradigmatique l'emporte sur le syntagmatique, c'est-à-dire les relations virtuelles par rapport aux relations de parcours. Ici, au contraire, c'est bien les parcours, c'est bien la fonction syntagmatique, ou plutôt donc la signification syntagmatique du carré sémiotique qui est mise en avant. Voilà. Et enfin, dernier élément, c'est, voilà, je disais qu'il y aurait deux carrés dans mon histoire. Tout ce que j'ai dit auparavant concerne le carré sémiotique. Ceci, c'est un autre carré, en réalité, même s'il est lié intrinsèquement au carré sémiotique, puisque c'est le travail de Claude Zilberberg, c'est plus le travail de Habermas. J'ai indiqué la date 1988, donc antérieure à Sémiotique des passions. Certainement, ce schéma-là n'était pas possible avant que Zilberberg fasse cette interprétation du carré sémiotique. Et il y a deux choses que je voudrais dire à ce propos, à propos de cette interprétation du carré sémiotique tel qu'à mon avis on est passé à un autre format. Premièrement, c'est que l'orientation, la figure est désormais dotée d'une orientation et que cette orientation n'est plus conventionnelle. Un carré sémiotique, pourvu que vous connaissiez justement, que vous connaissiez les flèches, que vous sachiez à quoi les flèches font référence, vous pouviez le faire basculer de 90 degrés, de 180 degrés, ça reste un carré sémiotique, il n'y a pas... L'orientation est complètement conventionnelle. Ici non. Ici non, parce que dans ces parcours, il y a des parcours qui sont implicatifs et des parcours qui sont concessifs. Il y a toute une pensée qui montre que la figure, le travail iconique, figural, a une importance dans le travail de Zilberberg, et évidemment le schéma tensif, qui est encore autre chose que le carré tensif, va réellement appuyer ce caractère non conventionnel, proprement iconique, de la